Human First, au cœur de l'humain. Événement. Bienvenue à Rebecca Renverso qui va ouvrir le bal, je vous en prie. Bienvenue à vous. Alors c'est un peu gonflé de démarrer la journée avec cette thématique de la remise en question des RH. Vous êtes autrice du livre « Personne n'aime les RH » et il faut que ça change. Vous avez commis aussi d'autres ouvrages comme un ouvrage de référence aussi sur comment l'IA s'investit et investit les RH. Alors pour vous comme pour nos autres speakerines, 18 minutes d'intervention et on prolongera ensuite à partir de 9h30 avec la signature de votre ouvrage, là juste derrière, avec Big Lemois. Alors, c'est vrai que les RH, alors déjà les RH, dans nos organisations, elles sont au rang des fonctions support. Avec la compta, l'IT. Et en fait, votre credo, c'est de dire, remettons-les dans les orgas, au cœur des dispositifs, pour qu'elles fassent bien autre chose que d'accompagner, mais qu'elles puissent vraiment transformer nos organisations et nos entreprises. Vous êtes ingénieur, spécialiste en IT et en innovation. Vous êtes cofondatrice et CEO de Tomorrow Theory. Vous faites beaucoup de conférences, Sciences Po Paris et autres. Et puis un autre de vos credos, une autre de vos batailles, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, sujet sur lequel on reviendra au cours de la journée. Vous avez 18 minutes pour nous expliquer qu'il faut réenchanter les RH dans nos entreprises. Et merci d'être là. C'est compliqué d'ouvrir le bal, hein, mais on sait qu'on va pouvoir compter sur vous. Alors ici, la règle, c'est qu'on applaudit avant. Comme ça, c'est toujours ça de prix. Comme ça, au cas où ils n'aiment pas. Voilà, et on vous écoute. Bienvenue. Merci Jean-Michel. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de Personne n'aime les RH. Mais avant de commencer sur ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Ignaz Philipp Semmelweis? C'est un médecin hongrois qui travaillait au 19e siècle dans un hôpital à Vienne. Et cet hôpital avait la particularité d'avoir 2 divisions. La première division, qui gérait les accouchements, les formations et les autopsies, était gérée uniquement par des médecins et par leurs étudiants. La deuxième division, qui gérait aussi des accouchements et la formation des sages-femmes, était gérée uniquement par des sages-femmes. Et en fait, il était très connu des femmes en dehors de cet hôpital, en dehors de cette maternité, certains sujets qui pouvaient être un peu stressants. Toutes les femmes, mères en devenir, voulaient accoucher uniquement dans la division 2. Et pour cause, dans la division 1 où travaillait Ignaz, le taux de mortalité était entre 20 et 30%. Le taux de mortalité dans la division 2 n'était que de 3%. Donc, ce médecin, il s'est dit, mais même hôpital, 2 divisions, c'est pas normal, et je vais commencer à chercher ce qui se passe. Il a investigué les processus, le matériel, les individus, et il s'est rendu compte d'une chose. Les médecins passaient de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement, sans se laver les mains. À l'époque, c'était pas grand-chose, mais il a posé la théorie suivante. Les mères en devenir étaient contaminées par une molécule queudérale, donc qui vient des cadavres, et donc développaient cette fièvre qui finissait par les tuer. Il a donc imposé quelque chose de très simple pour nous aujourd'hui, se laver les mains avant d'aller voir une femme enceinte. Et en fait, le taux de mortalité a chuté. Le taux de mortalité a chuté jusqu'à 1,8, voire 0% certains mois. Donc on se dit, génial, il a résolu le problème, il a été remercié, il a été félicité, et on a appliqué avec précaution ce qu'il a demandé. Pas du tout. Il a été renié, il a été critiqué, il a été détesté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un biais cognitif qui s'appelle le biais de Semmelweis, qui est le biais du refus de tout changement radical. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire ce matin? Parce qu'en fait, elle nous fait penser à ce que ça veut dire être RH. Ce métier qui est parfois invisible. Parfois, ce métier de RH nous amène à prendre des décisions qui sont impopulaires et qui sont pour autant
essentiels pour le collectif. Parfois, les RH sont détestés et critiqués, et pour autant ils tiennent parce que c'est juste. Et donc cette histoire nous invite à voir les RH un peu autrement, mais aussi se dire qu'il faut continuer à chercher le sens, même si on n'est pas applaudi. Parce que certaines idées, même les moins populaires, sont celles qui vont changer quelque chose, changer le collectif, changer un futur. Si on commence par un petit sondage, est-ce que je peux savoir qui d'entre vous est RH ? Belle majorité, merci. Parmi les personnes qui sont RH, qui d'entre vous se sent aimé en entreprise ? Ouh. Merci. Qui d'entre vous n'est pas RH ? Et parmi vous, qui aime son RH ? Ah, vous voyez ? Quand on vous dit que personne n'aime les RH, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Mais finalement, parmi tout le monde ici, qui d'entre vous a l'impression d'avoir besoin d'être aimé ou reconnu en entreprise ? Bravo ! Félicitations. Pour tous ceux qui n'ont pas levé la main, je vous rassure tout de suite, on a tous besoin d'être aimés et reconnus. C'est un besoin complètement naturel et fondateur de l'être humain. D'ailleurs, on en parle, Maslow en parlait dans sa pyramide, Eric Berne dans sa théorie de l'attachement, et Bowlby également. Mais on revient sur ce que c'est qu'être RH. RH, c'est d'abord un premier paradoxe. C'est d'un côté, protéger le collectif, et d'un autre, être le bras armé de la direction. Donc vous voyez, ces deux postures qui parfois peuvent être en contradiction. Et c'est là où ça commence à créer des tensions. Ça commence à créer des tensions parce que si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, vous allez me dire c'est un collectif. C'est vrai, mais c'est un collectif où chaque individu va finalement travailler à être la meilleure version de lui-même au fur et à mesure. L'entreprise est un endroit où on passe 5 jours sur 7. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, inconsciemment, l'entreprise est l'endroit où on va rejouer nos traumas familiaux. L'entreprise n'est pas une famille. Mais croyez-le ou non, on va rejouer nos traumas familiaux. C'est ce qu'Eric Berne appelle l'analyse transactionnelle. Globalement, dans notre fonctionnement de tous les jours, on passe par 3 voies intérieures. Le parent, l'adulte et l'enfant. Quand on est dans l'adulte, on essaye d'orienter les autres. Quand on est dans le parent, on essaye d'orienter les autres. Quand on est dans l'adulte, on est juste adulte. Mais quand on est dans l'enfant, ce qui arrive à tout le monde, on va chercher des figures qui vont être soit nourricières, donc à l'écoute, bienveillantes, pour nous guider, soit qui vont être cadrantes, poser des limites, challenger. Et tout ça, on va le retrouver dans le rôle du RH. Donc quand on dit, en fait, j'aime pas mon RH, c'est pas le RH en lui-même qu'on n'aime pas. C'est ce que représente la fonction. Parce qu'on va projeter beaucoup d'attentes sur cette fonction. On va projeter beaucoup d'attentes, et notamment l'attente de modèles. Vous vous rendez compte que la direction RH, c'est quand même la direction qui est le plus scrutée dans l'entreprise. Quand on est en séminaire, on regarde où est la RH, à qui elle parle, est-ce qu'elle boit de l'alcool, est-ce qu'elle drague quelqu'un, est-ce qu'elle a une aventure avec quelqu'un dans l'entreprise. Et on va plus souvent lui en vouloir à cette personne qu'à n'importe qui d'autre. Parce que le RH, on attend de lui qu'il soit exemplaire, parce qu'il porte le côté humain. Sauf qu'à force d'attendre de lui qu'il soit exemplaire, ça fait que le RH se sent seul. Dans une étude menée par la NDRH, 60% des RH se sentent seuls. Mais dans l'étude terrain qu'on a menée pour le bouquin « Personne n'aime les RH », 57% attendent de la reconnaissance. Et le problème, il est là. Parce qu'on va attendre de la reconnaissance et donc on va faire en sorte d'en avoir. Parce que vous voyez bien que depuis tout à l'heure, je dis « Personne n'aime les RH ». Je parle d'amour, mais on est d'accord que ce n'est pas ce qu'on va chercher en entreprise. On va chercher en fait de la reconnaissance. Et le problème d'être seul en tant que RH, c'est qu'on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a sur la structure. Si je vous demande quel est le pouvoir du directeur marketing, c'est assez simple, ça va être la désirabilité. Le pouvoir du directeur financier, c'est l'arbitrage, les budgets. Le pouvoir de la direction générale, c'est la décision. Mais c'est quoi le pouvoir du RH ? C'est pas palpable, c'est assez invisible, et pourtant c'est le pouvoir le plus important de l'entreprise. C'est le pouvoir du collectif. Parce que le RH, de par ses deux postures, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'armée, c'est le pouvoir des troupes. Sauf que le RH, c'est aussi un poste où on attend de couver
Vous voyez, dans ces entreprises, parfois, vous avez des RH qui veulent être à disposition. C'est « je suis là pour vous, si vous avez besoin d'aide, venez me voir ». Et là, on arrive dans le triangle dramatique de Karpman, c'est le sauveur. Et à force d'être trop sauveur, ce profil de RH va être trop couvant. En général, il est peut-être aimé, il n'est pas forcément respecté. Parce qu'à force d'être trop couvant, eh ben en fait, on se dit, il est sympa, mais il est mou. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, un manager, il m'a dit, ma DRH, je l'adore. Elle est super sympa, mais elle sert à rien. C'est très dur d'entendre ça. Quand un RH est trop couvant, est trop care, nourricier, qu'est-ce qui se passe? La contrepartie, elle va être jouée par la direction. Donc soit vous avez un DG ou un codir qui sait tenir le cadre et fixer des limites et ça forme un super duo, soit vous n'en avez pas. À l'opposé, la deuxième façon d'investir ce rôle de RH, c'est d'être justement le cadrant. D'être celui qui va poser les limites, qui dit non, qui est un peu contrôlant. C'est l'autre extrême. Et ce RH-là, il n'est pas aimé. Par contre, il est peut-être respecté. Et c'est de ce RH qu'on va dire, on dirait le contrôleur des impôts de la boîte. Il fait bien son taf, mais je reste pas trop longtemps avec. Et pour autant, c'est pas la meilleure des solutions. On ne peut pas être l'un ou l'autre. Pour faire son poste à part entière, il va falloir être les deux. C'est ce qu'on appelle être aligné. Être aligné, c'est savoir naviguer entre le moment où je suis à l'écoute, où je prends soin, où je donne du care, et le moment où je pose des limites. Parce que quelque part, ce triangle, c'est un triangle qui tourne. Quand on rentre dans le triangle dramatique, on rentre sauveur, on finit persécuteur, avant de se dire nous-mêmes victimes. Victime, c'est quel que soit ce que je fais, personne n'est avec moi. Et le sujet, c'est que les RH, c'est un rôle de relation d'aide. Tout comme les psychologues, tout comme les coachs. Dans les structures d'avant, on avait des prêtres, on avait des chamans. Dans notre ère moderne, on a des coachs, on a des enseignants, on a des psychologues. Mais en entreprise, c'est le RH. C'est ce que le psychanalyste André Anzieux appelle le moi-peau. Vous avez une peau pour vous protéger de l'extérieur, et on attend du RH qu'il soit le moi-peau collectif, pour protéger le collectif entreprise. Mais la question suivante, c'est qui protège le RH? Qui protège le RH? Et c'est pour ça qu'il se sent seul. Et pour être un RH et savoir naviguer et avoir cette posture finalement équilibrée, vous avez 3 solutions, en tout cas 3 leviers. Le premier, c'est apprendre à se connaître. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas fixer des limites si je ne sais pas quelles sont les miennes. Qu'est-ce que je suis capable d'encaisser? Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je ne peux pas aller? Où est-ce que je me sens en confort ou pas? Ça me rappelle l'exemple d'une DRH qui était persuadée qu'elle connaissait ses limites, qui a dû gérer un burn-out et qui s'est rendu compte que 2 mois après, elle est partie en burn-out. Parce que cette limite émotionnelle qu'elle avait, cet attachement qu'elle avait aux collaborateurs, elle ne l'avait pas clairement identifié. Le deuxième levier, c'est trouver votre collectif. Un RH seul est un RH qui ne peut pas mener sa mission à bien jusqu'au bout. Personne ne peut tout faire seul. On a besoin de ses pairs. Donc l'idée, c'est où sont vos pairs? Où est votre safe place? Où est l'endroit où vous pouvez déposer les bagages et être challengé de façon bienveillante et être écouté? Et le troisième, c'est le courage. Le courage, comme écrit dans le livre de Jérémy Lamry et Violette Bouvray, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, c'est un muscle qui se travaille. C'est pas le courage d'être un héros et de venir sauver quelqu'un qui veut sauter d'un immeuble. C'est le courage de tous les jours. C'est le courage de dire non, le courage de dire oui, mais aussi le courage de ne pas être aimé. Parce que vous l'aurez compris, en fait, le rôle du RH, ce n'est pas de plaire. Ce n'est pas d'être dans un consensus permanent. C'est de tenir le collectif. Et qui dit tenir le collectif, dit avoir le courage et suffisamment d'estime pour dire non et accepter de déplaire par moment. Et au global, finalement, ces 3 éléments, ils sont plus ou moins simples à mettre en place. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on va attendre tellement des RH qu'on va jusqu'à transformer la façon dont on attend et l'individu qu'on attend à ce poste. Vous êtes une majorité de femmes dans cet espace, et à votre avis, pourquoi? Quand on attribue au RH ce rôle de care, qu'est-ce qu'on attend? On attend de l'écoute, de la bienveillance, de l'empathie, toutes ces composantes, toutes ces compétences, toutes ces capacités qu'on a définies dans notre société comme féminines. Donc, on va attribuer ce poste, par défaut, de RH de proximité à une femme. Parce qu'on attend de cette femme qu'elle soit comme ça.
Et quand la majorité des DRH sont des hommes, je dis bien majorité, je sais qu'il y a des exceptions, c'est parce qu'on attend de ces profils qu'ils cadrent, qu'ils disent non, qu'ils donnent la direction. Donc qu'ils aient un rôle cadreur. Et donc vous voyez, depuis le début, on a un petit problème sur qu'est-ce que c'est que la définition vraiment d'un RH. Parce que finalement, le leadership n'a pas de genre. Tout comme la compétence n'a pas de genre. Un RH, un bon RH, qui a du leadership, c'est celui qui sait naviguer entre le care et le critique, entre la bienveillance, l'écoute et le cadre, tout en se protégeant, tout en sachant garder de la distance. Et ça s'apprend. C'est pas agréable, c'est pas facile, et ça s'apprend sur le terrain. Et heureusement que ça s'apprend sur le terrain, parce que qu'est-ce qu'on a vu dans l'étude qu'on a faite pour ce bouquin? C'est que 90% des personnes qui arrivent en RH en ce moment sont là par hasard. Sont là parce que c'est la suite logique de leur parcours, ou sont là parce qu'ils aiment l'humain. Sauf que aimer l'humain, c'est pas aimer l'humain que quand il est bien, que quand il est agréable, que quand il vient demander un conseil. Aimer l'humain, c'est aussi aimer l'humain quand il est en burn-out, quand il va dépasser les limites, quand il va faire des petites crises. Parce que ce rôle qu'on a en entreprise, le fait de rejouer nos traumas familiaux, on le vit tous à un moment donné. En réunion, en entretien, dans un projet. Vous connaissez toujours ce rôle où je viens chercher de l'écoute, mais je viens challenger les limites. Ça me fait penser au rôle de cette RH qui a fait un PSE et qui, avant le PSE, essayait d'être très conciliante. Elle disait oui à tout. Elle essayait de trouver des solutions de formation, d'écoute, de changement de poste. Et un jour, l'entreprise a dû faire un PSE et elle a commencé à dire non. Non pour la réattribution de matériel. Non pour la demande en télétravail. Non pour etc., etc. Et elle est passée de « j'adore ma RH » à « mon RH m'a trahi » à « je déteste mon RH ». C'est pas le RH qu'on déteste. C'est la projection qu'on fait sur l'individu par rapport à notre trauma, notre expérience et ce qu'on attend. Mais rassurez-vous, c'est complètement normal. La seule différence, c'est que la RH, c'est l'entreprise, c'est la direction la plus scrutée de l'entreprise. On fait ça aussi avec les managers de la finance, on fait ça aussi avec les managers du produit. Mais ils n'ont pas la dimension humaine qu'on attend des RH. Et donc, ils sont beaucoup, beaucoup moins en visibilité. Et donc, si je devais conclure sur cette histoire de personne n'aime les RH, c'est OK. On n'est pas là pour être aimé, on est là pour être courageux, on est là pour porter le collectif et l'amener là où il doit être amené. Et on y va, je le rappelle, pas seul, en se connaissant soi-même, en sachant quelles sont nos limites, en développant notre estime de nous, notre confiance en nous, en développant nos relations avec nos pairs pour être écoutés, pour être entendus, pour déposer les bagages, et en étant courageux. Et on dit toujours que le RH, c'est un couple RH-codir. Oui, mais c'est aussi un individu à part entière. C'est un business partner. Et pour tous ceux qui me disent, oui, mais en fait, on n'a pas le pouvoir, on n'est pas en codir, c'est quelque chose qui se mérite. C'est pas quelque chose qu'on vous donne par défaut. Et donc, le courage d'y aller, le courage d'aller chercher les informations, surtout le courage de faire les choses justes, c'est quelque chose, en fait, qui va faire du RH un leader respecté, respectable et équilibré. Alors oui, personne n'aime les RH, mais j'ai envie de vous dire, il est temps que ça change. Merci beaucoup. Les collaborateurs dans une entreprise attendent aussi d'une RH une certaine indépendance. Comment, dans son organisation, une RH peut-elle s'affranchir d'un COMEX, d'un CODIR, tout en déclinant bien évidemment la stratégie de l'entreprise? C'est une très bonne question, merci Jean-Michel. En fait, le RH a ces deux rôles. De protéger les ressources de l'entreprise, mais de protéger les ressources tout court aussi de l'entreprise dans l'autre sens. Donc c'est pas un paradoxe évident, elles sont entre le marteau et l'enclume. L'idée n'est pas de s'affranchir vraiment du CODIR, l'idée c'est de faire prendre conscience à son CODIR que sans humain, il n'y a pas d'entreprise. Et donc il y a des décisions RH qui vont primer sur des décisions business, sur des décisions budgétaires, parce que les humains font tourner l'entreprise.
Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans le côté diversité-inclusion, en se disant, en fait, j'ai pas de budget pour ça, j'ai pas le temps pour ça. Mais en fait, si quelqu'un se sent inclus, vu, respecté, il va être en fait plus impacté dans l'entreprise, plus concerné et donc plus productif. Et donc finalement, on finit par régler le problème initial. Donc la RH doit venir démontrer en Codir qu'elle connaît son sujet et qu'en fait l'humain est clé, avant l'argent. Merci beaucoup. Alors on va Merci vous retrouver dans 2-3 minutes au desk de Biglemois pour signer votre dernier ouvrage paru en avril de cette année. C'était le titre de cette première keynote, cette conférence d'ouverture. Personne n'aime RH. Et il est temps que ça change. Et c'est ce que vous avez essayé de nous prouver. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.